Donc, deux choses. J'ai distribué une double page où sur le recto, il y a le dessin qui est dans l'article de Shannon. J'ai amené ces trois volumes historiques qui sont le Bell System Technical Journal. Il y en a deux où il y a l'article en deux parties et Mathematical Theory of Communication. Et il y a celui qui vient avant, mais qui a été publié après parce qu'il a été rendu public alors qu'il était classifié jusqu'en 1949, je crois, qui s'appelle A Theory of Secrecy Systems, et qui en fait est l'origine manifeste de ce chef-d'œuvre de Shannon, qui est vraiment la création de la théorie de l'information. Alors, deux choses. Je vais vous donner d'abord, avant de commencer, quelques références. Je ne suis pas du tout un spécialiste de théorie de l'information. Je suis simplement un grand admirateur de Shannon. Il se trouve qu'il y a une douzaine d'années, j'ai dû faire un cours de master dans la maîtrise de Math-Info, où on m'a demandé de raconter la théorie de la communication. Donc j'ai dit très bien, j'y connais rien, donc je vais le faire. Et en fait, j'ai lu cet article de Shannon et j'ai été émerveillé. Pour moi, c'est une pure merveille. C'est à la fois très simple mathématiquement et plein d'idées d'une profondeur dont on est aujourd'hui les témoins. Alors, au point de vue référence, donc, il y a ces articles fondateurs que vous trouvez sur le net, hein, Mathematical Theory of Communication, je ne vais pas le réécrire ici, 1948. Et il y a un livre que moi, dans lequel j'ai pratiquement appris la théorie, qui est le livre de Cover et Thomas. Cover est mort il n'y a pas longtemps. Qui s'appelle Elements of Information Theory, c'est Wiley, 1991. Et qui est un livre que je trouve assez remarquable parce qu'il est parfaitement clair, il donne des démonstrations accessible à un étudiant de maîtrise. C'est vraiment un très très bon livre. Et vous pouvez regarder sur ma page web, en mettant simplement mon nom dans Google, il y a un certain nombre de conférences, il y a un petit article que je viens de publier dans la Gazette, et des polycopiés de cours que j'ai fait. Mais la bonne référence, c'est vraiment ça. Bon, alors, comme je l'ai dit, cet article de Shannon contient plusieurs idées fondamentales, et ce n'est pas tous les articles de maths qui contiennent ça. Et en particulier, une des premières idées, c'est ce schéma. Aujourd'hui, on considère ça comme évident, comme naturel, mais en fait, c'est la première fois qu'est théorisé ce qu'est un système de communication. Et ça vient manifestement de son étude des messages cryptés et des possibilités de décryptage. Alors, derrière, il y a essentiellement l'idée de son grand théorème, ce qu'on appelle le théorème de possibilité de transmettre avec une erreur asymptotiquement nulle des messages à travers un canal qui fait des erreurs, comme le font tous les canaux. Et donc, si vous avez compris ces dessins, vous pouvez partir parce que essentiellement, c'est le contenu de la conférence. Donc, il y a deux acteurs fondamentaux. C'est l'entropie, dont on a entendu parler ce matin, mais je vais revenir dessus. Et il y a C, qui est la capacité d'un canal. Et je dirai un petit peu plus précisément ce qu'est le grand théorème de Shannon plus tard, mais essentiellement, il va s'énoncer comme, sous certaines hypothèses, la possibilité de transmettre asymptotiquement dans la longueur des messages, c'est-à-dire pour des messages assez longs, des messages à travers un canal qui fait des erreurs, un certain nombre de messages, eh bien, va dépendre n'est possible si et seulement si une certaine inégalité est vérifiée, à savoir que ce qu'on appelle l'entropie de la source est inférieure à la capacité du canal. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est un théorème purement théorique, hein, c'est un théorème d'existence, un peu comme le théorème de Baire, on dit il existe un code tel que.
sans absolument dire comment le construire, parce que c'est pas facile. Et il a fallu 50 ans pour que des gens comme Claude Bérou, par exemple, construisent les turbocodes qui s'approchent à epsilon près de la limite de Shannon. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez remarquable. Hein. Je suis mathématicien, je ne suis absolument pas praticien, mais voir un théorème purement abstrait de mathématiques qui, comme ça, s'incarne dans la technique 50 ans après, je trouve que ça montre quand même une certaine force des mathématiques. Alors je vais commencer par, si vous regardez le verso de la feuille, là, ces dessins, je vais commencer par la source, par la partie gauche. Et donc j'ai représenté la partie gauche de la manière suivante. Exactement comme ce matin, on va avoir un alphabet. Alors je sais pas, je crois que je l'ai appelé A1, etc., à R, de R lettres. Et donc, on va regarder des messages de longueur n, c'est-à-dire qu'on va regarder les éléments de A puissance n, hein, des suites ordonnées de n lettres. Et ça va être la source. Et donc, dans le dessin, j'ai représenté la source de cette manière-là. Voilà, ça c'est tous les points de A puissance n, tous les éléments. Il y en a 2 puissance n. Il y en a, pardon, R puissance n, donc 2 puissance n log de R. Bon, souvent, c'est commode de prendre un alphabet à 2 lettres comme 0, 1, et dans ce cas-là, on n'a pas le log de R. Et j'ai dessiné un petit sous-ensemble, qui est en fait très petit, qui est ce qu'on appelle l'ensemble des messages typiques. Et essentiellement, ce sont les seuls qu'on va avoir à regarder. Et donc ça, c'est la première chose que fait Shannon, qui est en fait simplement une traduction, mais une traduction extraordinairement intelligente de la loi des grands nombres, même de la loi faible des grands nombres, qui va dire que, ça c'est quelque chose qu'on sait bien, on a les 26 lettres de l'alphabet, il est clair que n'importe quelle suite de 50 lettres ne représente pas un message dans une quelconque langue de la planète. Donc il y a des messages plus ou moins probables, il y a ceux qu'on ne rencontrera jamais, donc ce n'est pas la peine de les coder et de les regarder, et il y a ceux au contraire qu'on a des plus grandes chances de regarder. Et donc ça va être ces messages typiques qui vont être en nombre à peu près 2 puissance n fois l'entropie, c'est une façon de définir l'entropie. Et ce qui est remarquable, c'est que, comme on l'a dit ce matin, on va affecter chaque lettre une probabilité, P1, PR, avec la somme des PI égale 1. Et on va faire une hypothèse qui est ridicule et dont Shannon lui-même ne se contente pas de regarder cette hypothèse, qui est l'hypothèse d'indépendance, c'est-à-dire de supposer que chaque lettre est émise avec cette probabilité indépendamment de sa place et indépendamment des lettres précédentes. C'est bien sûr ridicule, si vous faites une phrase en français, il y a peu de chances que, je sais pas, le W soit suivi d'un Z par exemple. Mais donc pour ça, il faut faire des hypothèses de type markovien ou des hypothèses plus compliquées. Mais comme je veux rester au niveau élémentaire dans la technique, on va supposer que ça, c'est ce qu'on appelle une source de messages indépendants et identiquement distribués. C'est-à-dire que chaque lettre est régie par sa probabilité, indépendamment des lettres qui précèdent. Et donc à ce moment-là, la probabilité d'un message, c'est simplement le produit des probabilités de ces différentes lettres. Et ça ne dépend pas de l'ordre de ces lettres. Donc ça, c'est la première chose. Alors maintenant, il y a diverses manières d'introduire l'entropie à la Shannon. Je vais le faire un peu comme le font les statisticiens, disons dans la suite de gens comme Fisher ou Leibler et Kullback. En regardant, ce matin... on a parlé de probabilités empiriques qui sont données. On regarde des suites assez longues et on regarde la fréquence des lettres, par exemple, qui apparaissent dans ces suites. Donc je vais me poser la question suivante. Donc on a ces probabilités qui sont fixées et on regarde quelle est la probabilité. On se pose la question suivante. Probabilité d'une suite A1 à n, de n lettres, toujours suivant cette hypothèse d'indépendance, est tel que le nombre de lettres, alors je ne vais pas les appeler A1 à n, pardon, je vais les appeler x1,
xn, et le nombre d'indices i tel que il existe k, le nombre d'indices k tel qu'il existe i avec xi égale à k est égal à p' k fois n, si la suite est de longueur n. Autrement dit, je regarde si vous divisez par n, et si n est assez grand, ben ça vous donne la fréquence de l'apparition d'une lettre dans ce message. Alors c'est très facile, hein, avec notre hypothèse, cette probabilité, à quoi c'est égal? Donc probabilité de x. Si, bien sûr. Merci, heureusement que tu écoutes. Bien sûr, je regarde le nombre de lettres, le nombre de lettres du message qui sont égales à la lettre AK. Merci. Et donc cette probabilité, ben, je l'aurais vu en écrivant la probabilité, c'est P1 puissance P'1 n, etc., fois PR, à la puissance P', R, n. Hein, ça, c'est l'hypothèse d'indépendance. Bon, alors on va écrire ça autrement. Autrement dit, cette probabilité, en faisant intervenir les logs, vous voyez que ça va être quelque chose qui va pouvoir s'écrire. Alors toujours des logs en base 2, hein, dans cette théorie on pense en termes de bits et donc de logs en base 2. Je dis 2 puissance moins n sigma, disons 2 puissance sigma de k égale 1 à r de n P'k log de pk. Toujours log en base 2. C'est simplement écrire cette identité. Et donc ça, je vais l'écrire de la manière suivante. Je vais l'écrire 2 puissance moins n fois h de... Alors je ne sais pas s'il faut dire h de a ou h de p. Enfin, la probabilité p est fixée. Plus quelque chose, donc je vais l'appeler h de p plutôt, d de p', où ça c'est ce qu'on appellera l'entropie de Shannon qu'on a déjà vu ce matin, c'est simplement sigma de k égale 1 à r de pk log de 1 sur pk, c'est-à-dire moins sigma de pk log de pk, et ça c'est ce qu'on appelle, donc ça c'est entropie de Shannon. Si j'ai le temps, je dirai la relation avec l'entropie de Boltzmann. Et ça, c'est ce qu'on appelle... Alors, il y a différentes notions. Ça s'appelle ou bien l'entropie relative, ou bien la distance, bien que ça n'en soit pas une, c'est pas symétrique. Distance, entre guillemets, de Leibler-Kullback, ou Kullback-Leibler, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y a 2 L. Ça s'appelle aussi, je ne sais pas comment on dit en français... information, comment ça se dit? J'ai oublié. Information divergence, divergence d'information. Et ça, les statisticiens connaissent bien. C'est la différence entre des fréquences observées et les vraies fréquences. Bon, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est simplement sigma de k égale 1 à r de P'k, oui, non mais c'est h de P' ici alors. Voilà. Et log de, alors je vais me tromper, P'k sur Pk. Donc si on fait la somme de ces choses-là, j'espère que je ne me suis pas trompé, j'ai mis des moins, hein, donc ça c'est somme de P'k log de P'k, et ici ça sera plus somme de, et là c'est des Pk sur P'k,
hein, donc ça fait sigma de Pk, P'k log de Pk sur P'k fois P'k, c'est bien ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier résultat, à savoir que voilà la probabilité de trouver une telle suite. Alors maintenant, on peut regarder quel est le nombre de telles suites. Hein, quel est combien de suites, alors je vais dire de type, je crois que c'est ça que disent les statisticiens, de type P'. Alors, j'ai oublié, en particulier, si P' égale P, ben vous voyez que ça s'annule, et on trouve que cette probabilité est exponentielle, c'est proba de x de type P, c'est 2 puissance moins nh de P. Parce que ça s'annule. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle d'une distance, hein, bien que ça ne soit pas symétrique, hein, parce que ça s'annule quand P égale P', et seulement si quand P égale P'. Une remarque, peut-être que je peux la faire tout de suite, c'est que ça, c'est toujours positif ou nul. Alors, tout à l'heure, on verra ça sous une autre forme, ce qui s'appelle l'inégalité de Shannon, qui est très importante. Mais pour le moment, montrons-le. C'est simplement une inégalité de convexité. Donc je vais faire la démonstration sur un petit dessin. Non, P', c'est la fréquence. On se donne un message assez long, formé des lettres, et c'est la probabilité expérimentale, c'est-à-dire combien il y a de lettres à 1, combien il y a de lettres à 2, combien il y a de lettres à 3, et on divise par le nombre total de lettres, et c'est ça les P'. Hein? Donc c'est la probabilité observée, et P, c'est la probabilité donnée. Donc on va voir que si P' est différent de P, ben cette probabilité est très faible. Et justement, toute l'idée des messages typiques, c'est qu'on pourra oublier les P' qui sont suffisamment différents de P. Alors pourquoi est-ce que cette entropie relative, donc l'M, D de P', est toujours positif ou nul? Alors ça, c'est une conséquence de ce qu'on appelle l'inégalité de Jensen, une inégalité de convexité. Et sous l'aspect qu'on va voir tout à l'heure, ça s'appelle aussi l'inégalité de Gibbs. Alors quelle est la démonstration? Ben, la démonstration est très simple. Qu'est-ce que c'est que D de P'? C'est, alors je vais l'écrire comme ça, vous allez voir pourquoi, moins sigma de P'k log de Pk sur P'k. Donc j'ai inversé les deux trucs, donc j'ai un moins. Eh bien, la fonction log, la fonction moins log plutôt, elle est convexe. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de prendre une moyenne, hein, puisque la somme des P'k c'est égal à 1. Donc vous êtes en train de prendre une moyenne des valeurs de sa fonction en R points. Donc vous avez un certain nombre de points. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous les pondérez de la même par ces P'k. Donc vous leur mettez une masse. Et vous êtes en train de calculer, en fait, l'ordonnée du centre de gravité de ces points munis de ces masses. Et donc ce centre de gravité, il est quelque part à l'intérieur, ici, hein, à cause de la convexité. Et si maintenant vous comparez à la valeur de la fonction en ce point, ben, elle est plus petite par convexité. Donc ça, c'est plus grand ou égal à sigma k, à log de sigma k de P'k, Pk sur P'k. Mais ça, c'est égal à 0 puisque c'est log de 1. Donc voilà la démonstration de la positivité. Donc c'est simplement
le fait qu'un centre de gravité d'un corps convexe est au-dessus des points qui sont sur le bord en dessous, sur la même ordonnée, sur la même abscisse, pardon. Voilà. Donc maintenant, je reviens je ne peux pas effacer ça, justement. 2 puissance moins n sigma. Voilà. Donc maintenant, je vais calculer combien il y a de suites de type P'. Ben, certainement, ce nombre, je l'appelle nP'. Donc c'est toutes les suites qui ont P'1 lettre A1, P'2 lettre A2, P'1n lettre A1, P'2n lettre A2, etc. Ben, c'est certainement plus petit ou égal à 2 puissance n h de P'. Ben, parce que si vous regardez... Alors pardon, je vais regarder vraiment les suites de type P, quand P' égale P. À ce moment-là, j'ai exactement que la probabilité, c'est 2 puissance moins an h de P, mais une probabilité, la somme de probabilités, ça doit être égal à 1, donc il ne peut pas y en avoir plus que le facteur 2 puissance n h de P qui fait que le produit est égal à 1. Et maintenant, je dis qu'on peut avoir une autre inégalité dans l'autre sens, qui est, alors, qui doit être quelque chose comme ça, 2 puissance n h de P. Pourquoi? Ben parce que combien de valeurs, j'ai un message formé de R lettres et j'ai un message c'est ça, formé de R lettres et chaque lettre peut apparaître à l'une des n plus 1 places, plutôt elle peut ne pas apparaître, ça sera 0, et puis elle peut apparaître à la place 1, à la place 2, à la place 3, jusqu'à la place n, et si vous comptez le nombre de possibilités de messages d'un type donné, ça vous donne ça. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? Je vais laisser ça ici. Ben, ça va me permettre de définir est-ce que je voulais dire autre chose? Oui. Alors maintenant, je vais calculer, au contraire, la probabilité de l'ensemble de toutes les suites P'. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Donc, quelle est la probabilité? Je vais encadrer la probabilité de l'ensemble des suites, de toutes les suites X de type P', d'un type P' donné. Alors, essentiellement, on a ce 2 puissance moins n h de P'. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir pour chacune de ces suites cette probabilité. Et si maintenant on multiplie par le nombre de telles suites, on va trouver le 2 puissance n h de P' va s'en aller. Alors, est-ce que c'est correct, ça? Je dis qu'on va trouver que c'est compris entre 2 puissance n d de P'. Je suis en train de faire une entourloupette, là, mais à des epsilon près, c'est correct.
Et ici, on va avoir... alors peut-être qu'il y a un n plus 1 puissance r quelque part. Moins, excusez-moi. Il y a le moins, bien sûr. Et ici, on va avoir quelque chose comme un 1 sur n plus 1 puissance r, 2 puissance moins n d de pp'. Alors, vous ne m'avez pas arrêté là, mais vous auriez dû m'arrêter parce que, en fait, ceci est valable aussi pour P'. Donc là, je rétablis l'entourloupette. C'est vrai aussi pour P', mais là, il faut travailler un tout petit peu plus. C'est-à-dire que pour avoir cette inégalité, il faut remarquer que la probabilité d'une suite, pardon, que le nombre de suites de type P' est... donc, qu'est-ce que c'est le nombre de types de suites P'? C'est le nombre de combinaisons, c'est factoriel n1 sur P'1n, etc. Et P' r n factoriel. Et la probabilité, vous la multipliez par P1 puissance P'1n, etc. PR puissance P'Rn. Et il faut montrer que ça, c'est la même chose quand vous enlevez c'est inférieur ou égal à ce que vous obtenez quand vous enlevez les primes. Et ça, c'est un exercice, c'est un très bon exercice de maths sup. Essentiellement, il faut savoir que quelque chose comme factoriel n sur factoriel n est majoré par n puissance m-n ou quelque chose comme ça, ou le contraire. Hein, je ne vais pas le faire maintenant. Mais c'est presque évident sur les formules que vous avez. Bon. Donc, finalement, on obtient ceci. Et donc, on va définir l'ensemble typique. Ensemble, alors je ne sais pas s'il faut dire epsilon typique, parce qu'il y a plusieurs définitions qui sont pas tout à fait, qui ne coïncident pas tout à fait. Je vais en dire un mot. Epsilon typique. Mais ça va être simplement l'ensemble des suites de tous les types P', de tous les types P', tels que cette distance, cette entropie relative, soit majorée par epsilon. Majorée par epsilon. Donc c'est toutes les suites. Donc vous voyez que c'est typiquement quelque chose de type loi des grands nombres. Hein, la loi des grands nombres vous dit que si vous prenez une suite suffisamment grande, eh bien, avec une grande probabilité, la fréquence de chaque lettre va correspondre à sa probabilité. Hein, donc autrement dit que P' va être proche dans un certain sens de P. Donc ici, la notion de proximité, c'est celle-là. Et il se trouve qu'il y a une inégalité. Alors, pour le coup, je ne vais pas vous la démontrer parce que je n'ai pas ça en tête et c'est un petit peu subtil. C'est ce qu'on appelle l'inégalité de Pinsker. Et cette inégalité de Pinsker, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne que, alors, sigma des PI moins P', ce qu'on appelle la distance variationnelle des probabilités, donc disons PK moins P'K, de K égale 1 à R, est majorée, ça doit être quelque chose comme racine de 2 fois D, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, si ça c'est petit, eh bien, P est proche de P' dans un sens intuitif, et donc h de P, c'est une fonction continue, j'aurais pu tracer ici un graphe de h de P, disons quand R égale 2, donc vous avez simplement P et 1 moins P, donc vous avez une entropie qui est symétrique, avec un maximum à 1 pour 1,5 ici, donc ça j'ai représenté P1, enfin c'est P1, P2, de somme 1, avec ici 0, 1, et ici 1, 0. Et ici, c'est 1,5, 1,5. Si vous prenez R égale 3,
alors vous avez un dessin comme ça. Peut-être que c'est plus joli comme ça. Voilà, c'est le dôme de la Concorde, là, le palais des expositions. Et ici, vous avez log de 3, qui est le maximum. Ça, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et ici, c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc voilà cette fonction entropie. Et donc, si vous savez que P est proche de P', vous appliquez les accroissements finis et vous saurez de combien H de P est proche de H de P'. Donc une autre façon de définir cet ensemble, alors ça ne sera peut-être pas le même epsilon, ça sera peut-être un epsilon prime typique, c'est de dire que les entropies sont proches. Et donc finalement, ce qu'il faut retenir de ceci, c'est la chose suivante. Alors maintenant, je vais calculer la probabilité des suites non typiques, c'est-à-dire celles pour lesquelles ça c'est plus grand que epsilon. Et on va voir que cette probabilité est exponentiellement petite en fonction de n. Et ça vient du fait que dans ces estimations, vous voyez, vous avez ces exponentielles, et ça c'est simplement polynomial, donc ça ne tient pas le coup devant les exponentielles, donc ça ne gêne pas. Donc je vais écrire ça ici maintenant. Donc, probabilité des suites non typiques. Vous voyez que on a dit que l'ensemble des suites de type P', voilà, il y a ça, mais ça va être plus petit que 2 puissance moins n epsilon, c'est-à-dire c'est celle telle que d de P', c'est toutes les suites de type telles que P', telles que ça soit plus grand que epsilon. Donc ce terme-là est plus petit que 2 puissance moins n epsilon, et ici, vous allez avoir multiplié par un majorant du nombre de types, qui est n plus 1 puissance r. Donc ça va être ce nombre-là, est compris entre un majorant du nombre de types possibles. Donc là, je les prends tous, c'est un majorant, en fait, il y en a moins que ça, hein, parce qu'il y a des recoupements, fois 2 puissance moins n epsilon. Et ici, vous allez avoir essentiellement 2 puissance moins n epsilon, quelque chose comme ça. Donc ça, vous allez l'écrire pour vous faire plaisir, 2 puissance moins n epsilon moins r log de n plus 1 sur n. Et ça tend vers 0 quand n est assez grand, donc c'est toujours un epsilon. Et donc vous voyez que l'ensemble des suites non typiques, quand n tend vers l'infini, a une probabilité évanouissante exponentiellement vite. Et donc ça explique le premier dessin que j'ai fait, enfin la partie gauche du dessin. Et dorénavant, on va un peu oublier les epsilons parce qu'on n'a pas le temps de faire des vraies démonstrations, et vous les avez par exemple dans le livre de Cover et Thomas. Donc le dessin est le suivant, vous avez vos 2 puissance n log de R, le nombre de lettres dans l'alphabet, qui est tous les messages possibles. Et puis là-dedans, vous avez un petit nombre de messages. Et ce petit nombre de messages, il y en a les messages typiques. Alors, ce n'est pas un équivalent, c'est les logs qui sont équivalents. Et on sait bien qu'on ne peut pas passer à l'exponentielle, c'est la faute classique quand on prend des équivalents. Mais là, on va oublier les epsilon. Donc, on va dire qu'il y en a à peu près, dans un sens à comprendre, que c'est l'équivalence au niveau des logs, n puissance h de a. Et ce qui est très important, c'est que quand vous regardez les probabilités, eh bien, j'ai effacé, il y avait le 2 puissance moins n h de P' plus l'entropie relative. Et comme P' est proche de P, on va faire comme si c'était la même chose. Alors j'avais dit P et pas A ici. Et donc, ces messages-là, ce qui est très important, c'est qu'ils sont à peu près équiprobables. Ils ont à peu près tous la probabilité 2 puissance moins n h de P. Toujours à des epsilon près au niveau équivalent dans les logarithmes. Donc,
à peu près 2 puissance n h2p messages, à peu près équiprobables. Et ça, c'est très important. Hein? Donc leur probabilité, c'est à peu près 2 puissance moins n h2p. Et là, on se rend compte que cette définition de l'entropie par Shannon comme l'espérance de log de 1 sur la probabilité, là, sigma de pk log de 1 sur pk, tu dors. Cette définition, c'est en fait la même, une fois qu'on oublie les messages non typiques, c'est la même que celle qu'avait donnée Hartley, je crois, en 1928, qui était simplement le log en base 2 du nombre total de messages. Donc ça redonnait la même formule dans le cas où les messages sont équiprobables, et là, effectivement, tous les messages sont typiques. Et donc, la définition de Shannon, c'est simplement de dire, je prends la définition de Hartley, toujours à des epsilon près au niveau des logs équivalents, et je les considère comme équiprobables, parce qu'ils sont à peu près équiprobables. Donc voilà, ça c'est la partie gauche du dessin. Quelle heure est-il ? Oui, j'ai peut-être 5 minutes pour parler de... Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, alors, on pourrait être plus précis avec des epsilon. Il faudrait mettre des 2 puissance n h2p plus, alors ça serait un epsilon prime. Et puis, pour le nombre, il y a un encadrement où il faut faire un petit peu attention. Mais enfin, essentiellement, la morale, c'est ça. Hein, c'est qu'il faut raisonner comme si vous aviez à peu près 2 puissance n fois l'entropie messages qui sont à peu près équiprobables. Bon. Alors, quel est le lien avec Boltzmann ? Alors, il y a toute une polémique. Je sais que Daniel Benkin m'a dit non, ce n'est pas Boltzmann, c'est Gibbs. Il faut regarder les articles de Jaynes, J-A-Y-N-E-S. Effectivement, historiquement, ce n'est pas complètement clair pour moi quelle est la formulation de Gibbs et quelle est celle de Boltzmann. Il faut regarder dans les bouquins de Balian, par exemple. Mais en tout cas, l'idée est la suivante. Donc je vais laisser ça. Donc, entropie. Alors pour être œcuménique, je vais dire de Boltzmann-Gibbs. Je crois qu'il y a 2 n, j'en suis pas sûr. Donc on a grand N particules dans une grosse boîte, et on suppose que ces particules peuvent prendre R niveaux d'énergie. Niveau possible d'énergie. Et donc, ce qu'on appelle un macrostate, un macro-état, c'est de dire combien il y a de particules dans chaque niveau d'énergie. Donc dans le niveau E1, il y en aura N1, dans le niveau ER, il y en aura NR, avec la somme des NK égale grand N. Et alors, qu'est-ce que Boltzmann, il a un nom, je parle très mal l'allemand, ça s'appelle thermodynamische Wahrscheinlichkeit, la probabilité thermodynamique de l'état macroscopique. C'est simplement le nombre de micro-états. Qu'est-ce que c'est qu'un micro-état ? C'est dire la particule Juliette, elle est dans telle boîte, la particule Alfred, elle est dans telle autre boîte, etc. Et donc, évidemment, ce W, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours la même quantité, factoriel n sur factoriel n1, etc., factoriel nr. Et là, on sait que si on regarde, donc je vais appeler bien sûr PI égale NI sur grand N, c'est une fréquence observée de particules dans l'état d'énergie NI. Et si je regarde
le log de W, ben c'est le même calcul qu'avant. Alors on peut le faire directement par la formule de Stirling. Hein. Si vos élèves connaissent la formule de Stirling, ben on peut faire ça avec ça. Et donc, c'est l'entropie, H de P, si j'appelle P toujours la loi de probabilité P1, PR. Et puis il y a plus un O de, je crois, log de grand N sur grand N, quelque chose comme ça, qui tend vers 0. Et donc, qu'est-ce que faisait Boltzmann? Ben, il maximisait W, et donc en fait, il suffisait de maximiser l'entropie à énergie moyenne constante, c'est-à-dire à sigma de PI EI égale constante. Et alors vous appliquez ce qu'on a vu ce matin, les multiplicateurs de Lagrange, et vous trouvez les fameuses formules de Boltzmann. Je ne vais pas les écrire. Hein. PI égale les puissances moins lambda EI sur la somme des puissances moins lambda EJ, voilà. Hein, donc c'est ça le lien. Donc c'est vraiment les mêmes formules et les mêmes estimations. Bon, avant de passer à la deuxième partie, donc, qui est cette possibilité de transmettre sans erreur asymptotiquement dans un canal bruyant, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, c'est mauvais signe. Bon. Alors, donc, définition de la capacité. Donc là, maintenant, on passe à la partie un peu moins claire du dessin, mais elle est plus claire en dessous, parce qu'en dessous, essentiellement, on a pris des moyennes, des espérances, et donc là, les choses se dégagent. Donc, quelle est l'idée? Je vais refaire le dessin que Shannon lui-même faisait dans son papier, qui est le suivant. Et ensuite, je vais énoncer un théorème. Mais avant d'énoncer le théorème, il faut que j'introduise une notion fondamentale qui est aussi due à Shannon, qui est ce qu'on appelle l'entropie conditionnelle. Donc, je vais refaire le dessin de Shannon, qui est beaucoup plus simple. Le voilà. Et on va même se payer le luxe de couleur. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, si vous regardez si vous revenez au premier schéma, on a la source d'information. Maintenant, la source d'information, on ne regarde que les messages typiques. Donc, si j'appelle R égale H de P, de ma source, enfin, ben, essentiellement, j'ai 2 puissance NR messages équiprobables. Donc, on oublie les epsilon. Hein. Et ce que je veux envoyer, c'est 2 puissance NR messages équiprobables avec N assez grand. Alors, dans la première partie du dessin, ben ici, cette partie-là, c'est le codage. On va les coder, on va les écrire dans un certain alphabet du code. On appelle X l'alphabet du code, on appelle Y l'alphabet de la réception. Ça, c'est le canal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le transmetteur. Hein. Une fois que les messages codés, ben, on les envoie. Et puis là, on les reçoit. Et ensuite, il faudra les décoder. Alors, qu'est-ce que représente ce dessin? Ben, il représente les erreurs du canal. Alors, comment là aussi, je crois que c'est Shannon le premier qui mathématise la notion d'erreur du canal en disant, c'est très simple, c'est simplement une histoire de probabilité conditionnelle. Hein. C'est-à-dire que si j'envoie un message X ici, eh bien, je peux recevoir différents messages YI à la réception, et j'ai une certaine probabilité de recevoir YI si j'ai envoyé X. Alors, c'est toujours pareil, on se met dans cette hypothèse de lettres indépendantes et identiquement distribuées, c'est-à-dire que la probabilité de Y1, YN, si j'ai envoyé, donc ça veut dire, je crois que dans la figure j'ai dû mettre des pi, la probabilité de recevoir le message Y1, YN dans l'alphabet grand Y, si j'ai envoyé grand X1, grand Xn dans l'alphabet grand X, l'hypothèse simplificatrice, c'est que ça, c'est simplement le produit de I égale 1 à n des probabilités conditionnelles de
d'avoir reçu YI si j'ai envoyé XI. Et donc le canal, il est simplement caractérisé. Un canal, c'est ça. C'est la donnée pour chaque... donc qu'est-ce que c'est qu'un canal? C'est ça. Alors mes notations ne sont pas bonnes parce qu'il faudrait appeler grand X, je sais pas, grand X1, grand XR, les lettres de grand X. Chaque lettre de X, ça peut être une suite de 0 et de 1. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose d'élémentaire. Appeler grand Y1, grand YS, les lettres de grand Y. Et là, c'est pareil. Ce qui est donné, bien sûr, c'est des probabilités de recevoir YS si j'ai envoyé XR. Et puis, on regarde à quoi est égal le petit YI, le petit XI. Et c'est comme ça qu'on fabrique cette probabilité. Donc un canal, c'est ça. C'est simplement cette donnée-là et rien d'autre. Alors maintenant, une fois que j'ai un canal, alors c'est là aussi qu'il y a une idée absolument extraordinaire, je trouve, chez Shannon, une idée qu'on retrouve dans d'autres domaines des mathématiques, comme dans les surfaces minimales, qui est une idée de moyenne. On va voir quand on calculera l'erreur, qu'on ne sait absolument pas calculer l'erreur pour un code donné, la probabilité d'erreur. Par contre, on saura estimer une moyenne des probabilités d'erreur, moyenne sur tous les codes d'un certain type. Et ça, c'est une idée absolument remarquable. Et donc, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est choisir une probabilité sur cet alphabet. On l'a choisi. Donc, on va dire ce que c'est que P de xk. J'aurais pas dû mettre R et S ici, c'est le nombre de lettres L et K ici. Voilà. Donc on en choisit une, et ensuite on fera une optimisation sur tous les choix de probabilité possibles. Mais pour le moment, on choisit une loi de probabilité sur cet alphabet. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'un peu raffiné, hein, c'est pas complètement évident. Une fois qu'on a une loi de probabilité ici, et qu'on a une loi de probabilité conditionnelle, ça nous donne une loi de probabilité ici. Donc, si j'ai... Qu'est-ce que ça va être que la loi de probabilité Q de YL? Mais Q de YL, c'est sigma pour K égale 1 à R de P de XK, pi de YL si XK. C'est la formule naturelle en probabilité qui définit les probabilités conditionnelles. Donc maintenant, on a des lois de probabilité à la fois sur X et sur Y. Alors maintenant, on a d'autres lois de probabilité sur grand Y. Ces lois de probabilité sont les suivantes. Supposez que je fixe un message que j'envoie. Je fixe x1, xn. À ce moment-là, je vais avoir une certaine probabilité de recevoir y. Et ça me donne une loi de probabilité qui dépend de x sur grand Y. Et donc, qu'est-ce que dit Shannon? Il dit, ben voilà, je ne regarde que des messages typiques. Alors, il faut faire attention. Là, j'ai 2 puissance nr messages typiques. Une fois que j'ai ces lois de probabilité, j'ai des entropies, données par la formule qu'on a vue déjà plusieurs fois. Donc ici, c'est pareil. Je ne vais regarder... Alors, on verra qu'une des autres grandes idées de Shannon, c'est pour démontrer son théorème, c'est de prendre des codes choisis au hasard. Et si les codes sont choisis au hasard, ben, il y a toutes les chances que ce qu'on trouve ici, ce soit des éléments typiques. Et donc, c'est comme s'il n'y avait que 2 puissance n h de x éléments, messages de longueur n dans le transmetteur. De la même façon, ici, on ne recevra que des messages typiques et on aura à peu près 2 puissance n h de y. Alors je note aussi bien h de a que h de p. Une fois que j'ai une loi de probabilité sur l'alphabet, je note comme ça ou comme ça l'entropie. Donc, les messages importants, aussi bien dans l'alphabet grand Y que dans l'alphabet grand X, voilà leur nombre approximatif. Et maintenant, il faut estimer le nombre approximatif de messages que je peux recevoir si j'envoie un message X. Pourquoi estimer ce nombre? Parce que l'idée de Shannon, elle est très simple. C'est une idée d'empiler des oranges dans une boîte. Si vous voulez pouvoir empiler des oranges dans une boîte sans les écraser, il faut que le volume de la boîte soit plus grand que la somme des volumes des oranges. Et donc, essentiellement, ce que va faire Shannon, et ce qui est remarquable, c'est que ça marche, c'est d'estimer un nombre moyen de messages typiques que vous avez une chance de recevoir si vous envoyez un message codé typique ici.
ça va être une moyenne. Et puis on regarde le nombre total. Le nombre total, c'est le nombre de messages que vous avez envoyés. Donc vous allez multiplier ce nombre total par ce nombre moyen de messages que vous avez une chance de recevoir à cause des erreurs du canal quand vous envoyez un message donné. Et puis vous allez faire la moyenne de ça sur tous les x possibles. Et donc ça vous donne cette taille moyenne. Donc vous la multipliez par 2 puissance nr et vous regardez si c'est plus petit que 2 puissance n h de y. Donc c'est ça l'idée naïve. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle marche. Si j'ai un petit peu de temps, oui, j'aurai un petit peu de temps pour vous montrer la démonstration. Donc, pour ça, il faut introduire les notions. Donc, encore une fois, quelle va être l'idée fondamentale? Oui, je peux effacer ça. Donc, je vais commencer par regarder des messages d'une lettre, et puis ensuite, j'utilise l'hypothèse d'indépendance. Donc, encore une fois, j'ai P de x, j'ai P de y si x, et j'ai Q de y qui est égal à sigma pour tous les x de P de y si x. Alors, j'aurais dû prendre des grandes lettres plutôt, puis mettre des indices. Donc ici, on va mettre les P de xk. Ici, on a des lxk, L, K, K, L, K. Voilà, c'est un peu plus correct. On a un autre élément qui est important, qui est ce qu'on appelle la probabilité conjointe. Quelle est la probabilité d'avoir à la fois xk et yl, c'est-à-dire d'avoir envoyé xk et d'avoir reçu yl. Bon, ben ça, c'est la somme des probabilités de xk. C'est une double somme. Non, pardon, il n'y a pas de somme. C'est simplement P de xk fois y, pi de yl ici xk. Voilà. Ça, c'est la probabilité conjointe d'avoir les deux à la fois. Bon, donc là, on a tous les éléments. Et donc maintenant, on veut évaluer ceci. Donc supposons que j'envoie une lettre. Eh bien, ça me donne une loi de probabilité. Cette loi de probabilité, c'est quand j'ai x fixé, j'ai une loi de probabilité sur grand Y. Et cette loi de probabilité, je l'ai dit, c'est Q indice, alors je vais dire xk, j'envoie xk, donc Q indice xk de yl, c'est la probabilité d'avoir yl conditionnée par l'envoi de xk. Donc c'est une loi de probabilité sur grand Y. Donc elle a une entropie. Donc je peux calculer une entropie que je vais appeler H de Y conditionnée par xk. Et maintenant, ce que fait Shannon, il dit, ben ça c'est compliqué, bien sûr, parce que ça dépend de xk. Si j'ai un long message, comment est-ce que j'évalue cette entropie conditionnelle? En fait, il commence par prendre, et c'est là qu'on a choisi une probabilité sur grand X, donc on va prendre la moyenne pour la loi de probabilité petit p sur l'espace grand X. Donc je prends l'espérance, donc définition, ce qu'on appelle l'entropie conditionnelle grand H de Y si X. Dans certains bouquins, vous la trouvez aussi grand H indice X de Y. Ben, c'est l'espérance de X donne H de Y si X, c'est-à-dire c'est sigma pk, k égale 1 à R, de H de Y si xk. C'est la moyenne
par rapport à tous les messages typiques que vous pouvez envoyer de l'entropie que vous trouviez ici. Et donc c'est ça qu'on va prendre comme taille moyenne de... Donc cette taille moyenne, on va l'estimer comme à peu près, alors c'est grossier pour le moment, hein, n, h, y, si x, toujours sous l'hypothèse de indépendance et identiquement distribuée. Et maintenant, vous pouvez faire exactement la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire supposer que vous avez reçu un message y et vous demandez combien de messages de la source typique ont pu venir. Et vous échangez simplement les rôles de y et x, et vous trouvez que ici, cette taille-là, c'est à peu près 2 puissance n fois h de x conditionné par y. Hein, c'est la même définition en échangeant les lois de probabilité P et Q. Donc voilà, maintenant, au niveau naïf, on a tout ce qu'il nous faut pour conclure. Ce qu'on veut, c'est, en tout cas une condition nécessaire de pouvoir disjoindre. Ce qu'on veut, c'est naïvement dire, ben voilà, je vais faire le dessin peut-être en 2 dimensions. Je ne veux pas effacer ça. Du côté, donc j'ai le côté vert ici, où, parce que pour tous les messages Y typiques reçus, j'ai des messages, des possibilités moyennes, imaginez que ce sont des boules, des oranges, de messages envoyés. Mais ce que je veux, c'est au moins une condition nécessaire pour que toutes ces boules soient disjointes. Donc c'est l'idée que quand vous lisez un message avec des fautes de frappe, ben si les fautes de frappe ne sont pas trop fortes, n'importe comment, le mot que vous voyez, il ressemble plus au vrai mot qu'à n'importe quel autre, et donc vous le reconnaissez. C'est un peu ça l'idée. Hein, c'est ce qu'on appelle en anglais l'equivocation. Et puis ce que vous voulez de l'autre côté, alternativement, vous voudriez que quand vous envoyez un message, ben les messages reçus, c'est pareil, ne s'intersectent pas, et donc vous pouvez identifier le message d'où ça vient. Et alors, ce qui est très joli, c'est que les 2 conditions que vous obtenez ici, donc qu'est-ce que c'est? Mais la condition ici, vous avez 2 puissance nr messages typiques que vous avez envoyés, nh de a, disons, ou nr, fois la taille moyenne de ces boules, c'est 2 puissance n h x conditionné par y, et ça, vous voulez que ça soit plus petit ou égal, enfin plus petit, disons, que 2 puissance n h x, pour que ça tienne dans la boîte. Hein, ça, c'est le nombre de messages typiques, à peu près, dans cette boîte. Et là, la condition, c'est 2 puissance nr fois 2 puissance n h y conditionné par x, plus petit que 2 puissance n h de y, qui est là, le nombre approximatif de messages typiques ici dans la boîte. Et il se trouve que ces 2 conditions, ça donne la même chose, et ça vous donne la condition suivante. Ça définit ce qu'on appelle l'information mutuelle. Donc définition. I de xy. Vous voyez, la condition, c'est quoi? C'est que R soit plus petit que h de x moins h de x modulo y. Donc c'est h de x moins h de x conditionné par y. C'est aussi h de y moins h de y conditionné par x. Et puis il se trouve qu'il y a 2 autres expressions équivalentes et qui vont m'être utiles. Il ne faut pas que je me trompe. C'est aussi h de x plus h de y moins h. Donc ça veut dire l'espace conjoint muni de la probabilité d'avoir en même temps le couple xy, hein, ce que j'ai écrit tout à l'heure, le p de xy. Et en fait, ça va être
c'est ça qui va être important pour la démonstration. Et puis, il y a une troisième expression qui est H de cet espace des couples XY, avec la probabilité conjointe, moins les entropies conditionnelles. Bon, alors je ne vais pas le faire, c'est très facile de vérifier. Je vais vous donner la formule, en fait, puisque c'est des sommes finies, c'est facile. Alors il ne faut pas que je me trompe, c'est sigma XY de P de XY, donc cette probabilité conjointe. Oui, alors il faudrait mieux que je mette XK, YL. XK, YL. Et log de P de XK, YL. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Sur P de XK, Q de YL. Donc voilà la formule qui est égale à chacune de ces expressions. Vous pouvez le vérifier vous-même, c'est élémentaire. Et vous voyez que ça n'est rien d'autre que ce qu'on a appelé la distance ou l'entropie relative de Kullback-Leibler entre la loi conjointe, donc P, je ne sais pas comment je vais l'appeler, P de XY, je vais l'appeler comme ça, hein, et la loi indépendante, où les choses seraient indépendantes, hein, qui serait le produit P de X, Q de Y. La loi produit, qui reviendrait à dire que les X et les Y sont indépendants. Et donc ça, on sait que c'est positif ou nul. Hein, encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Shannon, en général sous cette forme-là. Hein, c'est cette inégalité de convexité. Il se trouve que Gromov, c'est un petit aparté, a écrit cette inégalité d'une façon un petit peu plus naturelle, en fait. Ce qui montre, c'est que on a non seulement ceci, mais disons ici, mais on a h de x plus h de y moins h de xy et moins h de ce qu'on peut appeler, je ne sais pas comment il faut noter cette lettre, positif ou nul. Essentiellement, ça, c'est si vous pensez à un espace de probabilité fini en termes d'une partition finie d'un espace muni d'une mesure, avec la probabilité étant la mesure des morceaux, et la probabilité conjointe, c'est la mesure des morceaux intersection. Et ça serait la probabilité la plus fine qui soit plus grossière que les deux. C'est-à-dire, si par exemple, les choses se partagent comme ça, où les deux probabilités sont définies comme ça sur des morceaux indépendants, alors c'est non trivial. Et il se trouve que Gromov fait des merveilles avec cette inégalité. Il en déduit des inégalités isopérimétriques, enfin des choses absolument magnifiques. Donc je ne veux pas en parler. Mais manifestement, il a mieux compris que les informaticiens, enfin que les spécialistes de théorie de l'information, c'est ce type d'inégalité. Alors, maintenant, je vais pouvoir... Alors, une remarque. On a vu que c'est une inégalité de convexité triviale, hein, ce truc du centre de gravité qui est à l'intérieur d'un convexe. Mais si vous remplacez dans la définition de l'entropie conditionnelle, vous remplacez l'espérance, hein, rappelez-vous comment on l'a défini, c'est encore ici, heureusement, c'est l'espérance de cette entropie correspondant à un message initial fixé. Mais si vous regardez celle-là, ça peut être supérieur à h de y. Hein, parce qu'il se peut que, pour un message donné, eh bien, la partition qui corresponde soit par exemple rendre tout équiprobable et rendre ceci bien plus grand que le h de y. Donc c'est simplement en moyenne que vous avez cette inégalité. Donc c'est très facile à démontrer, mais c'est quand même un peu subtil. Voilà. Est-ce que vous pouvez relire l'interprétation que vous avez là, de 2 puissance n, l'entropie conditionnelle x sachant y? Alors ça, donc si je prends celle-là par exemple, je suppose que j'ai reçu un message y, et je regarde une moyenne, alors je vais dire comment, une moyenne du nombre de messages typiques qui peuvent être la source de ce message que je reçois. Donc je commence par fixer un message y, j'ai une certaine loi de probabilité sur x, qui est donnée par l'entropie conditionnelle, enfin on va dans l'autre sens,
et j'obtiens une certaine probabilité, une certaine loi de probabilité pour laquelle j'ai une entropie. Maintenant, je fais la moyenne sur tous les y que je peux avoir reçus, moyenne pour la loi de probabilité que j'ai sur grand Y, et c'est ça qui me définit le h de xy. Et à ce moment-là, avec l'hypothèse d'indépendance, essentiellement, c'est le début, ce qu'on appelait la propriété, j'aurais dû le dire, d'équipartition asymptotique, là, la caractérisation des messages typiques. Eh bien, essentiellement, le nombre de messages signifiants en moyenne par rapport à y que je peux avoir reçu, c'est ce nombre-là. Et comment vous avez obtenu les inégalités qui sont juste au-dessus de vous là? Ah ben simplement en disant que maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir décoder un message. Donc je veux avoir l'impossibilité qu'un message ici et un message ici me donnent le même. Donc ce que je veux, c'est que tous les messages qui viennent, qui vont me donner un message donné, et tous les messages qui vont m'en donner un autre, je veux essentiellement qu'ils soient disjoints. Hein? Donc c'est l'idée de mettre des boules de façon disjointe dans une boîte. Donc c'est une condition nécessaire, hein, a priori, avec toutes les approximations que j'ai faites pour le moment. Et ce qu'on va voir, c'est qu'elle est nécessaire et suffisante asymptotiquement. C'est plus clair? Bon, alors voilà. Donc maintenant, je peux définir la capacité d'un canal et énoncer le théorème. Et j'aurai juste le temps de le démontrer, je pense. Donc vous voyez qu'en termes de cette définition, les inégalités que j'ai écrites ici s'écrivent simplement R plus petit que I de xy. Donc je vais réécrire ça parce que j'ai fait un choix pour le moment, j'ai choisi une loi de probabilité sur l'alphabet grand X. Donc, premièrement, choix de P de X sur grand X. Ça me donne une entropie, ça me permet de calculer par exemple, ça me permet de calculer les entropies conditionnelles et donc une information mutuelle. Et ça me donne une condition nécessaire de disjonction, aussi bien à la source des messages probables ayant donné Y qu'au but des messages probables qui sont provenus de X. Et cette condition nécessaire de disjonction, c'est simplement que R, le log du nombre de messages sur n, soit plus petit que cette information. Ça, c'est la condition de disjonction. C'est le petit dessin que j'avais fait, que j'ai effacé maintenant, où on veut des boules disjointes. Alors bien sûr, c'est très heuristique ça pour le moment, parce qu'en fait, ces messages, ils sont peut-être un petit peu partout, c'est des probabilités, il y a des epsilon, donc ce n'est pas une démonstration du tout de quoi que ce soit. Mais quand même, ça permet de donner une définition, qui est la définition que donne Shannon. Qu'est-ce que c'est que la capacité du canal? Ben, c'est simplement le sup pour toutes les lois de probabilité sur X de I de XY. Une fois qu'on a la loi de probabilité sur X, comme le canal me donne des probabilités conditionnelles, on a une loi de probabilité sur Y, donc on a cette information mutuelle, et donc on prend le sup. Et donc maintenant je peux énoncer le grand théorème. Donc théorème, donc, qui rassemble essentiellement ce qu'on appelle le théorème dans un canal sans bruit et le théorème dans un canal bruyant. Alors, avant d'énoncer le théorème, il faut dire le type de code qu'on va considérer. Ce n'est pas du tout les codes de ce matin, hein, ce sont des codes au contraire de longueur fixée. Hein, ce que Cover et Thomas appellent on regarde une suite des codes, donc peut-être que je vais l'écrire ici avant d'énoncer le théorème. Qu'est-ce que c'est qu'un code? Pour nous, ce sera ça s'appelle des, je ne sais pas si ça s'appelle des blocs codes, ou, enfin, je
je ne sais plus. Donc qu'est-ce que ça va être que les codes C qu'on considère? Donc les codes. Donc C, ça va être C. Qu'est-ce que c'est qu'un code C? Ben, c'est simplement une matrice. Hein, j'ai 2 puissance nr mots que je veux envoyer. Je les ai mis comme ça, oui. Et donc, ces mots sont de longueur n. Donc, ce que je vais appeler un code, ben, c'est la donnée de lettres de l'alphabet grand X, et donc de mots de longueur n, qui codent chacun des mots, des messages typiques que je veux envoyer. Donc voilà, donc ça c'est des éléments de grand X, et puis j'ai le deuxième message typique, il est codé comme ça. Non, c'est pas ça que je veux dire. Comment je les note? C'est x1, non, pardon. C'est x1 de x1 de 1, xn de 1, x1 de 2 jusqu'à xn de 2, etc. Et jusqu'à x1 de 2 puissance nr, xn de 2 puissance nr. Voilà. Donc ça, c'est un code. Donc c'est des codes de longueur fixe. Hein? Et on a pris la même longueur n, on aurait pu prendre une longueur différente, mais il se trouve qu'on peut se ramener à ce cas-là et c'est plus agréable pour faire des démonstrations. Et d'autre part, il faut définir ce qu'on va appeler l'erreur. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'erreur? Donc, on va définir l'erreur maximale, la probabilité d'erreur maximale, ça va être le max sur tous les mots W, donc appartenant à 1 jusqu'à 2 puissance nr, tous les messages qu'on envoie, les messages typiques qu'on envoie, de lambda W n, qui est l'erreur, la probabilité d'erreur sur le mot W. Proba d'erreur au décodage si on a envoyé W. Et donc maintenant, je peux énoncer le théorème. Donc si on veut l'écrire mathématiquement, c'est que si R plus petit que C, donc R, vous pouvez y penser comme l'entropie de la source de message, hein, comme on l'a vu, eh bien, il existe une suite de... Alors ça s'appelle dans Cover et Thomas, il appelle ça des 2 puissance nr n codes. Une suite de tels codes, tels que, disons Cn, tels que l'erreur, la probabilité maximale d'erreur, appelons-la lambda n, telle que lambda n tende vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et réciproquement, alors je n'aurai pas le temps de démontrer la réciproque, c'est un peu plus technique, quelle que soit la suite de 2 puissance nr n code telle que cette erreur maximale tende vers 0, eh bien, alors R est plus petit que C. Ou plus petit ou égal, je pense. Donc voilà le théorème. Et donc maintenant, il me reste un quart d'heure pour le démontrer. Donc je vais essayer. Donc l'idée, comme je l'ai dit, il y a deux idées fondamentales. La première idée, ça va être, donc on regarde tous ces codes et on va regarder, on va choisir un code au hasard. C'est-à-dire on va prendre ces codes choisis au hasard. C'est-à-dire une fois qu'on s'est donné une loi de probabilité sur P, eh bien, on va choisir les lettres x1, x1,2, etc. Au hasard. Et ça c'est comme ça qu'on va choisir les codes. Et ça aura le
pourquoi c'est important? Parce que heuristiquement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut disjoindre ces boules moyennes. Mais ces boules moyennes, c'est juste des boules moyennes en probabilité. A priori, ce n'est pas parce que leur taille est bien qu'elles ne vont pas s'intersecter. Mais si les codes sont choisis au hasard, comme il n'y aura pas de relation causale probabiliste entre deux messages reçus qui proviennent de deux messages envoyés différents, puisque ceux-là n'ont pas de relation probabiliste, puisque c'est des codages de deux messages, et comme le code est choisi au hasard, ces deux codages n'ont aucune relation probabiliste. Et donc, il y a très peu de chances qu'un même message provienne à la fois des deux. C'est ça l'idée. Hein. Donc ça, c'est fondamental. Donc, le théorème montrera non seulement qu'il existe un bon code, mais en fait qu'ils sont presque tous bons. Hein. Ce n'est pas pour ça que c'est facile de les trouver. Et la deuxième idée, c'est que c'est compliqué de travailler avec cette erreur maximale parce qu'il faut regarder pour chaque lettre. Et donc, on commence par remplacer l'erreur maximale par une erreur moyenne, en faisant la moyenne sur toutes les lettres étant supposées avoir la même probabilité. Hein, puisque, d'après ce qu'on a vu au début, on peut considérer que les messages qu'on envoie sont à peu près équiprobables. Donc, on va estimer une erreur moyenne en faisant une moyenne de cette erreur moyenne sur tous les codes, donc il y a une double moyenne, et dans cette double moyenne, on va voir que miraculeusement, ça permet une estimation et la démonstration du théorème. Alors, techniquement, c'est cette... je l'ai effacé, je vais le réécrire. Techniquement, la caractérisation importante pour nous, ça sera celle-là, parce qu'on va parler en termes de probabilité conjointe. Donc voilà, c'est cette version de l'information mutuelle qui va jouer un rôle. Et donc, je vais essayer de vous donner rapidement cette idée de démonstration. Alors, il faut que je précise un petit peu la règle du jeu. Il y a une question qui avait été posée ce matin sur est-ce qu'on connaît justement, il faut connaître les probabilités. Donc là, il faut connaître beaucoup de choses. Donc, je vais préciser la règle du jeu qui permet de décoder. Et qu'est-ce que ça veut dire décoder? Et qu'est-ce que ça veut dire une erreur? Donc, on a vu ce que c'est qu'un code. On met une loi de probabilité sur les codes, c'est-à-dire que la probabilité d'un code donné, c'est simplement la probabilité sur tous les mots de produit des probabilités sur tous les mots et sur toutes les lettres du mot de xi de w. Hein? Donc, c'est la probabilité, le produit des probabilités de tous les éléments de la matrice. Ça, c'est la probabilité du code. Hein. Donc, c'est ça qui dit que les codes sont choisis au hasard. Voilà, on prend cette loi de probabilité. Bien sûr, ça dépend du choix d'une probabilité sur grand X. Hein. Alors, on a ça. Donc, la règle du jeu, c'est que l'émetteur et le récepteur connaissent le code. Et ils connaissent aussi les probabilités conditionnelles du canal. Le message est choisi. Le message W est choisi suivant une probabilité uniforme. Ça, c'était ce qui venait de la première partie, qu'on peut les considérer comme équiprobables, puisqu'on ne regarde que des messages typiques. Et enfin, si j'ai envoyé une suite de longueur n, que je note comme ça, xn, qui est le codage, ça c'est le code du mot W, eh bien, si je reçois yn, il est reçu suivant la probabilité conditionnelle donnée par le canal, c'est-à-dire probabilité de recevoir yn, la suite yn, si j'ai envoyé la suite xn, qui est le codage du mot w, eh bien, c'est simplement le produit de i égale 1 à n des probabilités de yi conditionnées par la ième lettre du code du mot W. Bon, c'est toujours la même chose. Et enfin, qu'est-ce que c'est que le décodage? Alors, c'est ça qu'il faut préciser. On décode, je vais l'écrire ici. On décode suivant la probabilité conjointe.
Donc le décodage, suivant la probabilité conjointe, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on a envoyé W. C'est un mot de longueur n, bon, il a un certain code de longueur n, xn de W, et donc on dit qu'on décode W chapeau si ben, le code si le code de W chapeau et le message reçu YN, donc YN reçu, sont conjointement typiques. Dans l'espace produit, grand Xn croît grand Yn. Et on dit qu'il y a une erreur si ou bien il n'existe pas de W chapeau, ou bien il y a un W chapeau, mais il est différent de W. Et donc il faut estimer maintenant cette erreur. Et donc c'est là qu'on va faire cette double moyenne, donc estimation de l'erreur. Et c'est vraiment quand même tout à fait remarquable. Alors c'est pas complètement détaillé comme ça, mais les idées principales sont vraiment dans Shannon. Et donc je fais cette probabilité d'erreur. Donc je calcule une moyenne sur tous les codes avec la probabilité du... je vous ai dit ce que c'est que la probabilité d'un code, c'est le produit des probabilités de tous les éléments de la matrice, fois la probabilité moyenne, la moyenne de probabilité moyenne d'erreur, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance nr, et c'est là qu'on utilise qui sont équiprobables à peu près, sigma de k égale 1 ou de w égale 1 à 2 puissance nr de ce lambda w n, et je mets 2c pour dire que ça correspond à ce code-là. Donc pour un code donné, j'ai une erreur pour chaque mot qui est ceci. Je prends la moyenne sur tous les mots avec équiprobabilité sur tous les mots envoyés, parce que c'est ça mes messages typiques, et je fais la moyenne sur tous les codes avec cette loi de probabilité de code choisi au hasard, en fait. Bon, et alors, bien sûr, quand on a une double somme, on s'empresse d'intervertir. Et donc ça fait 1 sur 2 puissance nr. La somme w égale 1 à 2 puissance nr de probabilité de sigma c, probabilité du code, fois l'erreur pour ce code. Donc ça, c'est la moyenne pour un mot donné envoyé, pour un message donné envoyé, des probabilités moyennes sur tous les codes. Mais donc ça ne dépend plus de W. Parce que si vous prenez un W donné et vous avez une certaine valeur pour un code, ben vous changez de code, vous intervertissez les XI et vous allez trouver la même probabilité pour un autre code, pour un autre W. Donc en fait, ça c'est indépendant de W. Et toutes ces choses-là sont égales. Donc vous pouvez prendre W égale 1. Il y en a 2 puissance nr, ils sont égaux. Donc ça, c'est simplement la somme sur C des probabilités du code. Et par exemple, l'erreur, je crois que j'ai pris 1 ici, lambda 1 de C. Donc l'erreur faite par le code C sur la lettre 1, sur le message 1. Parce que ça, c'était indépendant de W. Simplement parce qu'on a pris tous les codes possibles choisis comme ceci. Bon, alors maintenant, on peut estimer ça. Quelle est la probabilité? Quelle est cette probabilité moyenne? Cette probabilité moyenne, il n'y a qu'à regarder les causes d'erreur. Donc appelons EI, soit EI, l'événement suivant, que je ne me trompe pas, c'est que xn, que le code, le code du mot i
code du message I. Donc on a envoyé 1. Maintenant, on est le message 1, parce que maintenant, c'est ça qu'on évalue. Et donc, je regarde maintenant la probabilité, je regarde l'événement suivant, le couple, et on reçoit YN. On a reçu ce message de N lettres dans l'alphabet grand Y, et on regarde, est-ce que ce couple, quelle est la probabilité pour que ce couple soit conjointement typique? Donc, soit EI égale ceci est conjointement typique. C'est-à-dire, c'est les seuls couples qu'on a vraiment une chance Donc, alors, pardon. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur maintenant? Une erreur, ben, c'est que, ou bien le message qu'on a reçu, le YN, on est dans E1, le complémentaire de E1, c'est-à-dire qu'il n'est pas typique avec le code qu'on a envoyé, le code du message 1 qu'on a envoyé. Mais ça veut dire que, en fait, comme la probabilité de Y elle est calculée à partir de cette probabilité conditionnelle, eh bien, le premier théorème qui est le calcul des messages typiques nous dit que ça veut dire qu'on est dans les messages non typiques et donc qu'on a une probabilité exponentiellement petite. Donc on a une probabilité qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et puis l'autre possibilité, c'est qu'on soit dans E2, etc., ou dans jusqu'à E 2 puissance NR. C'est-à-dire que ici, le couple soit de YN forme un couple typique avec le code d'un autre message, pas de celui qu'on a envoyé. Alors, quelle est la probabilité pour ça? Ben, en fait, puisque le code est choisi au hasard, il n'y a pas de relation de dépendance probabiliste entre le code de 1 et le code d'un autre message. Ils sont complètement indépendants au point de vue probabilité. Et donc, en fait, on est dans le produit x croix y. Donc on a à peu près 2 puissance n h de x messages codés envoyés, à peu près 2 puissance n h de y messages codés reçus, et maintenant on a les messages typiques, les messages conjointement typiques, mais il y en a h de justement cet espace de probabilité des couples. Et donc vous voyez que le rapport, c'est quoi? Bien, le rapport, c'est 2 puissance n. Le rapport, c'est 2 puissance n h xy sur 2 puissance n h de x fois 2 puissance n h de y. C'est la taille relative des conjointements typiques par rapport au couple de messages indépendants. Et c'est là que le fait que les codes soient choisis au hasard joue son rôle. Eh bien, ça, c'est 2 puissance moins n i xy. Et comme il y en a R-1, 2 puissance nr-1, donc nr-1 ou nr c'est pareil, asymptotiquement. Donc en fait, la probabilité, c'est quoi? La probabilité d'erreur, c'est à peu près, à un terme tendant vers 0 près, 2 puissance n r moins i de xy. Puisqu'il y en a à peu près 2 puissance nr, possibilité d'erreur de ce type. Et ça vous dit immédiatement que pour que ça tende vers 0, il faut que r soit plus petit que i de xy. Et donc vous prenez ensuite la définition de la capacité en choisissant un code optimal pour remplacer le i de xy par le max, qui va être le c. Et donc, vous obtenez la condition que R soit plus petit que C. Alors maintenant, on n'a pas pris l'erreur maximale, on a pris l'erreur moyenne. Mais vous avez 2 puissance NR message, mais vous allez en jeter la moitié. C'est-à-dire que si la moyenne des erreurs, la moyenne des probabilités d'erreur est plus petite que epsilon, il y a au moins une moitié des messages qui avaient une probabilité d'erreur plus petite que 2 epsilon. Donc vous en jetez la moitié, ça remplace 2 puissance nr par 2 puissance n r
moins 1, quelque chose comme ça, donc quelque chose qui va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Et à ce moment-là, vous avez que l'erreur maximale est plus petite que 2 epsilon. Donc voilà, j'ai été trop vite à la fin, mais voilà l'idée de ce théorème. Et ce qui est remarquable, encore une fois, c'est que ces codes de Bérou réalisent pratiquement l'optimum. Bon, c'était trop rapide. Oui, s'il vous plaît. Donc comment on décide, quel est le critère pour décider qu'un couple code message reçu est conjointement typique? Ben, on a une loi de probabilité sur X, on a une loi de probabilité sur Y, et donc on a une loi de probabilité sur le produit, hein, qui est la loi conjointe, probabilité d'avoir en même temps X et Y, et on a défini les messages typiques au début. Hein, les messages typiques, c'est ceux qui, pour cette loi de probabilité, ont une probabilité non exponentiellement évanouissante d'apparaître. Hein. Donc c'est simplement la définition du début. On a un espace avec une loi de probabilité, et sur les 2 puissance n log de R message, il y en a à peu près 2 puissance n fois l'entropie qu'on appelle typique. Donc ça dépend du epsilon choisi. On considère que l'émetteur et le récepteur connaissent, savent décider, ils ont accès à l'information. Oui, il faut qu'ils connaissent tout, en fait. Ok, oui, merci. Donc, tu en sais plus que moi. Donc, Non, je veux parler en tant que chimiste. Bon. Donc, au fond, l'idée essentielle que tu as soulignée, c'est que pour moi, la première partie de l'exposé, oui. Si je mesure B, la quantité d'informations acquises par la mesure de B décroît toujours si j'ai une autre information qui précède B. Oui, alors je n'ai pas parlé d'information, en fait, j'ai parlé d'information mutuelle. Effectivement, il y a toujours une ambiguïté de signes sur l'information entre Brillouin et Shannon, par exemple. L'idée de Shannon, c'est que plus H est grand, et plus une expérience nouvelle va nous donner d'informations. Parce que si c'est équiprobable, on ne savait rien a priori. Donc quand on tire une pièce au hasard, eh bien, ça nous donne une information de savoir qu'elle est retombée sur pile. Par contre, si on sait que c'est toujours pile, ben, ça ne nous donne aucune information, et là, l'entropie est 0. Donc, le fait que Donc, je répète, oui. Tu as la distance qui est positive. Oui, bon. Ce n'est pas une distance. Mais... Oui, ça n'est pas une distance, mais tout le monde dit distance KL. Hein. Donc, elle va décroître si on a réalisé une mesure de A préalable. Et c'est ça qu'on appelle, nous, le second principe. C'est cette décroissance en moyenne, mais qui, effectivement, peut, pour une réalisation donnée, réaugmenter. Oui, absolument. C'est juste en moyenne. C'est juste en moyenne. Ça, c'est le truc fondamental. Oui. Alors, le point délicat dans tout ce que tu as... Enfin, ce que les chimistes vont dire, ils vont raisonner aussi en termes de vraisemblance. Donc, le dessin final que tu as déterminé, là, le carré, en disant... Dans l'ensemble de tous les messages envoyés typiques, reçus typiques, donc le produit des deux, on n'a que H de X union Y. Et c'est ça que je vais reprendre et qui va me donner R moins I de XY. Donc tout ça, c'est OK. Mais au bémol près, et il faudra qu'on l'examine ensemble, hein, puisque c'était ça notre programme d'études de chimie et maths. Qu'est-ce qui se passe si ton indépendance dépend de la commutabilité de A et de B, puisque aussi bien tu nous as dit depuis le départ, l'entropie que je vais déterminer, l'information que je vais déterminer, est indépendante si je mesure A d'abord ou si je mesure B d'abord, etc. Or ça n'est vraiment pas commutable. On ne peut pas. Il faut... la manière dont en chimie sois sérieux, c'est moi qui dois te poser cette question, c'est pas toi qui dois me la poser. C'est pareil, si tu veux, il va falloir bien définir, si tu veux, quand A et B ne commutent pas,
Mais là, Donc, tu parles de l'entropie quantique, là, l'entropie de von Neumann, non? En chimie, forcément, c'est quantique. Hein. Oui, On ne oui. peut pas faire autrement. Oui, oui. Et donc, on va avoir ce problème-là Oui, oui. qui va Oui, mais j'ai surgir. absolument pas touché ça. Hein. Oui, oui. Je dis simplement, donc ce programme-là, c'est ce qu'on a, enfin en chimie, Oui, on oui. appelle ça la Oui, freeness, oui, oui. c'est-à-dire on remplace l'indépendance par la freeness. Je ne sais pas comment ça se traduit Mais en pour le français. moment, je n'y connais rien, donc je ne peux pas répondre à ta question. Encore une fois, c'est ce qu'on fait en chimie, donc Oui, oui. on est bien obligé de vous poser la Oui, mais question. j'ai fait des maths parce que je ne comprenais rien à la chimie. Bon, enfin, le chimiste en question, c'est quand même Voiculescu, je veux dire, c'est un élève de Caunes. Ah oui, oui, ça fait plusieurs fois que j'entends dire que ce qu'il fait est génial. Oui. Mais c'est la première fois que j'apprends que c'est un chimiste. Je croyais que c'était un mathématicien. C'est pareil. Enfin, la grande réconciliation. Oui. D'autres questions? Bon ben. Merci. Merci.